Allô, bonjour, bonjour. Ah, peut-être que mon gain est peut-être pas assez bon. Attendez, je vais noter ça. Voilà, là, ça devrait être mieux. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va. J'ai hâte de parler d'océan. J'ai regardé ça, ça fait 2 semaines. Donc, que je suis là-dessus en continu à réviser la première saison pour préparer une présentation d'explication. Et ouais, il y a du travail. J'en suis à 60 slides et j'ai pas fini la saison 1, ce que j'ai appelé saison 1. Donc, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses apprises. Et on en oublie quelques-unes. Donc, c'est cool de réviser ça. Et j'espère vous présenter ça au mois de juillet, un petit peu avant SIGGRAPH, je pense. En tout cas, sur ce, aujourd'hui, on va regarder les réflectances. C'est un peu le chapitre d'après qui est, je sais plus, attendez, je vais regarder, qui est sur les schémas de classification. Et aussi, désolé, pas pu faire de stream lundi. Je devais le faire, mais mon ordinateur ne démarrait plus, donc c'était impossible tout simplement de streamer. J'ai un petit problème d'alimentation. J'espère que tout ira bien pendant le stream aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être la suite, donc réflectance. Et puis, normalement, je pense qu'on en a 1h et demie max. Et si j'ai la force, un petit peu plus. Moi, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait la semaine dernière. Je suis tout le temps comme ça. Ou je sais pas. Mais je propose qu'on re-regarde ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc, on avait fini les fonctions K, qui sont les fonctions de diffusion, enfin de distribution de la diffusion, d'atténuation de la diffusion, voilà, c'est ça, les fonctions K. Et on avait commencé à regarder réflectance, c'est-à-dire la portion de la lumière qui est réfléchie à la surface donc de l'eau, ou quand il y a un changement de milieu. Donc, on avait vu que c'était une propriété optique très importante et fondamentale quand on va parler de radiométrie et océanographie. Ce qu'on avait vu en premier, c'était la théorie, et je pense qu'on va la refaire vite fait, avant de parler de la deuxième partie qui me semblait un petit peu plus intense à comprendre. Donc, c'est parti, hein. Donc, l'irradiance réflectance, donc le spectre de réflectance de l'irradiance, ou le ratio. Donc, dès qu'on parle de spectre, on parle souvent de ratio, comme on a vu depuis le début, qui est en fonction de la profondeur et de la longueur d'onde, R. Donc, c'est-à-dire c'est le ratio entre ce qui va remonter, donc qui va être la réflectance, et ce qui va passer au travers, donc le downwelling, l'énergie qui va downwelling. Donc ça, c'est le ratio R. Ici, en fait, il y avait un petit schéma qui expliquait. On avait parlé de cosine collector, donc c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va mesurer, l'outil va vraiment mesurer la projection sur la surface, sur le détecteur de notre radiance, sachant que ça va être proportionnel. C'est quelque chose qu'on avait vu dans le chapitre 1 que je viens de réviser, c'est pour ça que je me rappelle. Mais voilà, ça nous, vu qu'on est encore dans des proportions, on est capable de récupérer le ratio. Et donc, il faut récupérer la réflectance du détecteur, donc du remote sensing, qu'on va noter R de RS, remote sensing. Le R tout court, c'est le ratio. C'est le truc un petit peu bizarre, mais bon. Donc, ici, on avait vu que
R de RS, donc la réflectance sur le détecteur, va être faite juste au-dessus de la surface de l'eau. Ce qui veut dire qu'ici, on a la radiance qui sort de l'eau, qu'on va comparer du coup avec l'irradiance totale, l'énergie totale qu'on va voir dans l'air. Et c'est ça notre ratio. Ça va donc... Alors attendez, je le dis. La radiance qui va ressortir de l'eau, c'est la lumière qui a donc passé à travers la surface de mer et qui a été rediffusée, rebouncée, qui s'est baladée globalement dans l'eau et qui est remontée au final par les différents rebonds hors de l'eau. Et donc, c'est ce qu'on va récupérer de nouveau dans l'air et qu'on va pouvoir mesurer. Et donc, ce ratio qu'on appelle réflectance du détecteur, ça permet de mesurer à quel point la radiance qui est passée au travers de notre surface aqueuse, en fait, va éventuellement retourner à la surface. Évidemment, on se rappelle qu'on est dans des trucs théoriques, donc ça va être pour un rayon, une direction donnée, un angle donné, combien va ressortir, et on a du scattering donc sur un angle solide. Et c'est ça qui est démontré ici. On calcule souvent par rapport au nadir viewing direction, donc par rapport à la normale de l'eau en fait. Mais en vrai, il faut prendre en compte que suivant ton instrument de mesure, il n'est pas forcément sur l'eau, il est peut-être tout simplement un satellite ou autre, et donc en fait, on ne va pas toujours calculer par rapport à la normale, à la surface de l'eau. Donc là, il y avait une illustration de comment ça remonte, etc., qui n'était pas si mal. Et maintenant, on se demandait les conditions. Donc on avait dit qu'il y avait plusieurs propriétés optiques, certaines qui étaient inhérentes et certaines apparentes. Et pour que des propriétés apparentes, donc là par exemple c'est quelque chose qui est apparent puisqu'on est capable de le mesurer avec un instrument, pour qu'elles soient considérées comme inhérentes au système, il faut qu'il y ait une indépendance sur les conditions environnementales, incluant l'état du ciel, s'il y a des nuages, s'il pleut, et évidemment la position du soleil. Donc c'est ça qu'on va commencer à aller voir, la dépendance. Voilà Sofiane, je fais un petit résumé de ce qu'on a vu juste avant, la réflectance. N'hésite pas si tu as des questions, mais je pense que le gros arrive maintenant. Donc c'est ça. Donc, l'idée, c'est de savoir si ces propriétés optiques qu'on va pouvoir mesurer par rapport à des détecteurs peuvent être considérées comme des propriétés optiques inhérentes, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas des conditions externes telles que la position du soleil par rapport au système aqueux et les conditions environnementales, s'il fait beau ou pas, globalement. Donc, on va commencer à lire et on va décrypter plus tard. Pour illustrer la dépendance de R, donc l'irradiance, on le reprend, le R, c'est l'irradiance, le ratio d'irradiance, donc entre globalement la proportion de... Attends, on va le prendre avec... Je trouve ce truc. Oui, je peux augmenter encore le micro, ouais. Attends. Comme ça, c'est mieux? Dis-moi, hein. N'hésite pas. Je peux faire ça, si ça te va. Encore? Attends. Je vais... J'ai des options. Comme ça? Ouais. C'est trop. Là, c'est peut-être un peu trop, le gain. Ouais. Là, je pense que comme ça, c'est bon. Parfait. Ça te va? Bah, si toi, ça te va, bah, ça me va. Hein. On n'a personne d'autre qui se plaint. Ok. Donc, on rappelle,
encore, parce que moi, je le répète parce que ça me permet de le retenir. Hein. Donc, on a le ratio d'irradiance qui est, en gros, qui représente le ratio de notre flux lumineux qui rentre dans l'eau et qui va en ressortir. Et ici, on a le ratio par rapport au détecteur. Donc, on l'a dit, c'est tout ce qui se passe au-dessus de l'eau. Et donc, c'est un petit peu différent dans le sens où c'est un peu plus pratique que théorique. Ok, donc pour illustrer la dépendance de ces deux ratios en tant que propriété optique inhérente avec les conditions environnementales externes, les modèles numériques de fonctions de transfert radiative de leur système Hydrolight sont lancés en utilisant le cas 1 d'eau, c'est-à-dire de l'eau qui est au milieu de l'océan, ce n'est pas de l'eau qu'on a sur les côtes globalement, avec des concentrations chlorophyliques de 0,1 à 1 et également 10 mg par mètre cube. On rappelle, il me semble qu'on avait dit que c'était à peu près 0,5 pour la concentration moyenne dans un océan sur la surface terrestre. Donc, on prend ces trois concentrations, on va rouler la simulation et on va dire que pour chaque concentration chlorophylique, on va faire trois conditions du ciel. Un, à la surface de l'eau, on va avoir aucune vague puisque le vent sera égal à 0. Le soleil sera au zénith et le ciel sera clair, donc 0 nuage. Donc là, c'est les conditions idéales. Ensuite, on va prendre une surface qui est un peu plus rugueuse pour l'eau, c'est-à-dire on va commencer à avoir des vagues parce qu'on va avoir un vent qui est à 10 mètres par seconde. Le soleil, on va aussi l'orienter. Cette fois, il va avoir un angle zénithal de 50 degrés. Conditions du ciel sont identiques, pas de nuages. Pas de nuages, pas d'obstacles, rien, évidemment, c'est pas que les nuages. Et ensuite, on va tweaker ça, on va garder la même rapidité, la même vitesse de vent à 10 mètres par seconde, sauf que cette fois, on dit que le ciel a énormément de nuages, et ce qui fait qu'on n'est pas capable de discerner où le soleil est. Vous savez, c'est quand c'est super gris, là, et que le soleil pourrait être n'importe où, c'est juste de la lumière ambiante. Donc là, on va voir ce graphique qui va montrer le résultat de la radiance à la profondeur 0, c'est-à-dire à la surface. Mais en fait, on va se passer juste sous la surface de l'eau, donc il y a eu interaction et réfraction et tout tralala. Sinon, ça ne fait pas de sens. Donc ici, il faut noter que R, c'est la quantité la plus souvent utilisée lorsque on va développer des algorithmes pour la détection, lorsqu'on va essayer de faire une relation entre ce ratio R et les concentrations chlorophyliques et les conditions environnementales. Les courbes ici qu'on va voir pour les différentes concentrations chlorophyliques, on va les regrouper ensemble, ce qui va permettre d'avoir des formes, des shapes du spectre du ratio d'irradiance R qui sont déterminées principalement par les différentes propriétés optiques inhérentes associées, telles que la concentration chlorophylique. Par contre, il y a aussi un effet très important qu'on peut voir pour les conditions du ciel pour chaque groupe chlorophylique. Donc on va regarder un petit peu plus ce qu'ils nous disent. Je vais même zoomer parce que moi je ne vois pas bien, tout simplement. Donc, si on prend les 0, 1, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Donc, je pense que c'est celle-là. Donc là, toutes celles-là, elles ont les mêmes conditions chlorophylliques ici. Concentration chlorophyllique. Par contre, à chaque fois, on rajoute du vent. Donc, ce qu'on voit, c'est que
plus il y a de vent, donc attendez, laissez-moi regarder. Donc plus les conditions du ciel sont dégradées, plus le ratio augmente. Donc si le ratio il augmente, ça veut dire que plus c'est réfléchi et moins c'est transmis à travers la surface, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on voit la même chose pour des concentrations chlorophylliques différentes? Donc, si on prend le 10, par exemple, donc c'est cette vert fluo ici, c'est le bleu clair, donc ça doit être celle-là aussi, ces trois-là. Ben, on voit en fait à peu près pareil. Hein. Et puis, le ratio change. Pas tellement entre le overcast et le... comment dire? L'overcast et le... C'était quoi le dernier? C'était le... Ah oui, c'était plus qu'overcast, c'était clairement, on ne voyait plus rien. Quoi. Bah ouais, on ne voyait même plus le soleil. Ça ne change pas tellement, mais c'est vraiment entre un temps idéal versus non. Ce que je vois aussi, moi, que je remarque, c'est que le spectre va se décaler avec la concentration chlorophyllique. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait vu que la fluorescence chlorophyllique va émettre aux alentours de 650 nanomètres. Et donc, on voit un shift ici. Donc, plus on a de chlorophylle, on voit aussi que ça shift dans les longueurs d'onde, puisque tout simplement, notre système, notre eau est différente. Et après, on a les trois derniers ici, qui sont une concentration de 1, qui sont en gros un peu plus étalés entre le changement vers 0,1, qui est presque de l'eau parfaite, vers énormément de... la concentration chlorophyllique haute. C'est des questions, je peux revenir, hein, mais je pense que c'est plutôt clair. Donc, on va maintenant regarder le deuxième ratio qu'on a dit, c'était par rapport... Ici, on a choisi de faire une simulation du ratio du détecteur par rapport à, comme angle, la normale à l'eau, donc le nadir, en fait. Dans ce cas-là, on prend les mêmes conditions chlorophylliques, mais qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est beaucoup moins de variations dans le spectre dû aux conditions climatiques externes. Donc là, c'est vrai que là, les courbes se suivent beaucoup plus, alors qu'ici, on voyait vraiment une différence nette, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme propriété optique apparente, le ratio R va être mieux puisqu'on va être moins dépendant des changements de conditions. Voilà. Mais qui reste un bon ratio, je lis la suite, hein, excusez-moi, un bon propriété optique apparente, puisque ça reste quand même sensible aux conditions, tout simplement, de l'eau des milieux. Et donc, en particulier ici, la concentration chlorophyllique. Donc, on a de nouveau un nouveau ratio qui est assez intéressant à utiliser. On rappelle, le but, c'est de trouver, dans leur cas, des propriétés optiques qui vont pouvoir mesurer et détecter grâce à des instruments et qui vont être le plus proche des modèles théoriques et donc le moins possible influencés par les conditions de mesure. Donc là, on a un nouveau graphe. Ici, donc pareil, on prend toujours ce ratio qui est par rapport au détecteur, donc RS Remote Sensing. Toujours la même direction donc, du nadir, sauf que cette fois, on va prendre une autre viewing direction. Donc par exemple, si on était un satellite, et plutôt qu'un détecteur qui était posé sur l'eau. L'angle azimutal de 90 correspond à regarder à l'horizontale finalement le soleil. Et lorsqu'on voit 135 degrés, ok, donc là on va varier sur l'angle,
l'angle de vue. Donc, au lieu de se mettre juste au-dessus de la surface de l'eau, si on, sur la sphère qu'autour, si on le regarde d'un différent angle. Donc, 135, c'est ça. Donc, si c'est positif et au-dessus de 90, c'est regarder entre le soleil et la normale à l'eau, mais on ne regarde pas dans la direction du soleil, on regarde de l'autre côté. Donc, c'est le deuxième rebond, quoi, si je comprends bien. Donc, on va regarder ces valeurs d'angle qui soient à la fois azimutales et polaires. Et ça permet d'éviter le glint à la surface de l'eau. Vous savez, les petits specks là qu'on voit. Donc, aux concentrations chlorophylliques les plus basses, donc ici, c'est ce groupe ici, toujours, de graphes. Il n'y a pas beaucoup de différence, quelle que soit, en fait, la viewing direction, l'angle de vue sur lequel on se place. Donc, on place finalement notre détecteur sur l'eau ou sur un satellite, on peut retrouver finalement la même courbe. Par contre, et c'est là on voit il y a d'autres conditions où ça varie. Il y a de plus en plus de différences avec l'augmentation de la concentration chlorophyllique. Donc là, par exemple, ça, on avait dit c'était l'intermédiaire qui est ici. On voit qu'aux alentours de 500-600 nanomètres, les différences sont notables, alors qu'elles ne le sont pas en dehors de ce spectre. Et pour 10 mg, vraiment, c'est plus que évident. Donc, il parle en particulier de l'angle de vue à 60 degrés, lorsque la concentration chlorophyllique est de 10 mg, donc ça, c'est les deux en gris ici, où vraiment les différences sont significatives, en fait. Donc, les changements de point de vue, finalement, vont avoir des mesures différentes. Et notre courbe de résultat va donc changer. C'est ce qu'on vient de dire, donc je ne vais pas le répéter. C'est rigolo quand même que la concentration chlorophyllique influence là-dessus. Mais en tout cas... Donc, comme on vient de le démontrer dans les deux derniers graphes, le ratio RS est bien plus sensible aux propriétés optiques inhérentes de l'eau qu'aux conditions environnementales externes et aux angles de vue. Par contre, ce ratio dépend toujours de l'angle zénital du Soleil et de la direction de vue. C'est ce qu'on a vu dans les deux derniers. Donc, ce qui serait encore mieux comme propriété optique apparente, ce serait d'obtenir une propriété optique apparente où on n'a plus cette dépendance donc, sur les angles de vue et l'angle et la position du Soleil, globalement. Et en fait, on va appeler cette propriété optique idéale le exact normalized water leaving reflectance. Donc, je ne sais plus c'est quoi ça comme truc en grec, là, si quelqu'un est meilleur en grec, sinon j'irai chercher. Rho. Ah oui, c'est Rho. Non. Merci, Sophia. Donc, Rho de W, donc de l'eau, qui est dépendante toujours de la longueur d'onde, ça on l'a vu. C'est la réflectance exacte, normalisée, et la réflectance qui ressort de l'eau. Enfin, oui. Je ne sais pas comment on va pouvoir l'appeler de façon plus jolie. Le X, je suppose que c'est living exact. Ah non, ça doit être exact, normalized, W pour water living, et réflectance, ça doit être tout simplement le Rho. Ok.
Cette réflectance est basée sur le concept de radiance normalisée sortant de l'eau, ce qui peut être défini comme, de ouvrir les guillemets, la radiance qui pourrait être mesurée par un instrument en position de nadir si le Soleil était à son zénith et dans les conditions atmosphériques où il n'y a pas de perte, et lorsque la Terre est à une distance moyenne du Soleil. Okay, donc c'est une condition idéale. Donc. Ça a été défini comme ça par Morel et Gentili en 1996, page 4852 pour ceux que ça intéresse. Les papiers qui ont été publiés avant, en fait, souvent utilisent des phrases telles que « en l'absence d'atmosphère », ce qui implique le fait que l'atmosphère pourrait être complètement enlevée, ce qui est un petit peu trop extrême. Donc, la définition actuelle et les calculs sont basés quand même avec une atmosphère standard, mais non atténuée. Donc, en gros, un ciel clair, pas de nuages, le soleil au zénith, la mer est calme, on regarde du dessus et tout va bien dans le meilleur des mondes. Les calculs et l'interprétation de cette réflectance ρ de W, etc., peut être assez subtil. Ça va être discuté plus en détail plus tard dans le chapitre sur les réflectances normalisées. Ok. Donc, lorsqu'on va faire de l'imagerie océanique avec des océans, en fait, on va avoir les radiances qui vont être mesurées, donc vraiment à la limite atmosphérique, qui vont être converties par un processus de correction atmosphérique en une quantité qui est la réflectance normalisée exacte. Et ensuite, cette valeur va être utilisée dans les algorithmes pour récupérer les quantités géophysiques telles que la concentration chlorophylique. Ah, ok, donc en fait là, si j'ai bien compris, ils l'utilisent à l'inverse en fait. Ben, ça c'est ce qu'on observe, et donc ils disent, ok, dans une condition exacte, si on va regarder notre mesure, notre courbe à quoi elle ressemble, bah, si elle suit à peu près celle-là, c'est que je dois être dans des conditions chlorophyliques de 10 mg par mètre cube, quoi, par rapport à nos détecteurs. Ok. Par contre, lorsque l'on fait tourner la simulation Hydrolight, la quantité de réflectance, je vais l'appeler parfaite, non, exacte, c'était mieux, peut être obtenue tout simplement en mettant le soleil au zénith. Et dans ce cas-là, cette réflectance est pi fois, est un multiple en fait de pi de notre réflectance détectée. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Alors, attendez. Ah oui, parce que là, on est sur le spectre, donc c'est-à-dire sur l'ensemble des longueurs d'onde. Et donc là, on est sur ce ratio. Pourquoi il serait multiplié par pi? Si quelqu'un... Je ne sais pas trop. Il doit y avoir des explications plus tard, je pense. Ce qui veut dire que les résultats qui sont reportés par la NASA, l'aire de l'hémisphère, ouais, peut-être. Ah oui, parce qu'on est sur un plan d'irradiance, ouais. Ouais, vu qu'on est en moyenne des cosines, donc on prend les projections, c'est possible, ouais. L'aire de l'hémisphère, c'est pas bête. Non, mais c'est bien aussi de deviner, d'essayer de deviner pour... moi, j'aime bien essayer de me dire, ok, développer les intuitions, en fait, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est que toutes ces valeurs qui vont être enregistrées par la NASA, par des détecteurs standards, tels que MODIS ou VIRS, vont souvent être écrits avec en fait un ratio où ça va être divisé par pi.
ce qui est donc l'équivalent de ce qui est calculé ici avec la simulation Hydrolight. Ouais, voilà, comme tu dis, Sofiane, de toute façon, il divise par pi après, donc faut juste... c'est comme partout en graphique. Il faut juste savoir qu'il y a un pi qui traîne quelque part. Donc maintenant, en fait, on va pouvoir dire que ce ratio R de détecteur et cette réflectance exacte normalisée, ce sont des équivalents. Il suffit de diviser par pi lorsque on est dans le domaine de la détection, d'océanographie. Par contre, il y a plein d'autres mesures de la réflectance qui ont d'autres applications. Et ça va être discuté plus tard dans des chapitres qui nous intéressent plus, nous, qui permettent de finalement faire la simulation Monte Carlo dans les chapitres de mesure de réflectance et de la BRDF. Sofiane, tu dis quand c'est 4, ouais, 4 fois pi, tu veux dire. Des fois, il est carré qui traîne. Il faut juste y penser. Ok, schéma de classification, les taxonomies, toujours important. Sauf s'il y avait des questions sur la réflectance, mais je ne pense pas, hein, sur les deux ratios de réflectance. S'il y a des questions, n'hésite pas, et sinon je vais partir sur là-dessus. Ok. Attends, je vais boire un coup. Ok, donc les taxonomies des types d'eau. Donc la classification des eaux naturelles en type optique, finalement, des classifications optiques, est faite de façon à généraliser et systématiser la science qui est la colorimétrie de l'océan. En 2004, Arnone a publié un papier sur la classification des masses d'eau et mentionne le disque de Secchi, inventé en 1865, comme étant le premier instrument optique quantitatif qui a été utilisé pour mesurer la transparence de l'eau et ainsi fournir une habilité à différencier les masses d'eau basées sur leurs propriétés optiques. On va regarder après ce que c'est. Les schémas de classification sont donc basés sur la couleur de l'eau, sont finalement basés principalement sur l'absorption, puisque les effets de scattering contribuent un petit peu moins à l'intensité, contribuent plus à l'intensité finalement qu'à sa couleur. Donc on va regarder ce schéma de c'est qui oh. Je ne sais pas si c'était le bon. On va le regarder autrement, puisque je ne sais pas pourquoi il m'a dit. Je pense pas que ce soit ça. Ah si. Ok. Ah, et tu regardes en fait la couleur qu'il a avec la profondeur. Je pense que c'est ça. Ah ouais. Là, j'aurais pas deviné que ça ressemblait à ça. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Si tu le vois encore, à quelle profondeur, etc. etc. Ah ouais. Bon. Les schémas de classification les plus communs pour les types d'eau sont basés sur l'œil humain, donc est capable de comparer visuellement la couleur de l'eau à un sample, l'analyse des propriétés optiques apparentes, l'importance relative de la chlorophylle pour déterminer les propriétés optiques de l'eau, donc ce qu'on a dit, case 1 versus 2, qu'on a vu quelques fois, et l'analyse des propriétés optiques inhérentes avec les diagrammes ternaires. Donc, la première classification qui est basée tout simplement sur notre œil humain, qui est le détecteur le moins fiable du monde. Ça, ici, on a cette échelle de Forel-Hull, ou Forel-Hullé, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est une méthode qui permet de déterminer approximativement la couleur des corps d'eau.
il va y avoir différents composés inorganiques dans les formules standards qui vont être utilisés pour produire une palette de couleurs avec 21 couleurs différentes qui vont donc du bleu ici à marron, en passant évidemment par le vert. Les analyses consistent tout simplement à mettre en fait un échantillon à côté et regarder la couleur qui semble être la plus proche. Donc ça nous donne une échelle de 1 à 21, évidemment. Cette méthode est souvent utilisée en conjonction avec le disque de Secchi, qu'on vient de voir, et inclus dans la database des World Ocean. Cette méthode a été développée en 1890 par messieurs François-Alphonse Forel et William Hull. Bien que maintenant ça a été remplacé par des instruments qui permettent d'avoir un travail quantitatif, c'est toujours intéressant parce que c'est facile à mesurer en fait et ça permet aussi une observation historique des données, ce qui permet une étude sur le long terme des changements des écosystèmes de l'océan, comme démontré en 2011 par Vernon. Il y a même une app pour ceux que ça intéresse. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Donc, je ne sais pas c'est quoi pour vous le plus proche. Moi, je dirais ça doit être ce niveau-là. Donc, niveau entre 5 et 7, je dirais. À moins que ça, ce soit le 1. Ah non, ça, c'est le 1. OK. 1, 2, 3. OK, donc ça va être comme ça, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Donc, entre 1 et 4, il y a des mers rouges. Oui, quand l'eau est sale. Le Styx, oui, sûrement. Ouais, ouais. Ça, c'est quand vraiment, c'est pas bien passé sur Terre pour toi, ouais. Mais ils disent que c'est marron, hein, en vrai. Je pense que c'est vraiment quand l'eau est sale, elle est boueuse, des choses comme ça. Donc, ici, voilà un truc qu'on reconnaît, un diagramme de chromacité. T'en connais des rouges à cause des crevettes? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on en connaît des lacs roses, des choses comme ça, ouais. Est-ce que le livre parle de crevettes? On ne peut qu'espérer et reste sur les lives pour le savoir. Ok, donc on va avoir ici un schéma, un diagramme de chromacité où ici, donc, on a le point blanc. Donc, on va avoir... Attendez, j'essaie de trouver les diamants, qui est la couleur qui va être mesurée comme étant calculée par la simulation. Attendez, j'essaie de comprendre. En utilisant le modèle Case 1 avec une concentration chlorophyllique de 5 mg. Ah, ok, donc c'est ça. Ça, c'est nos modèles, je suppose. Ah, ok, ça, c'est notre échelle. Ça y est, je viens de comprendre. Ah, waouh, waouh. Donc, ça, c'est notre échelle. Donc, si je suis à 1 sur notre échelle FU, là, donc ça, là, je me retrouve ici. Si je suis à 21, je suis là. Donc, en fait, là, ce qu'on montre, c'est où est-ce qu'on se situe sur ce diagramme. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais il doit y en avoir un. J'essaie de... Non, je ne vois pas trop l'intérêt de le représenter de cette façon-là, mais pourquoi pas. Donc, une autre échelle comparative, c'est la Hazen Platine Cobalt, qui a été adoptée en fait par justement l'association publique américaine de santé, qui est même décrite dans leur standard. Donc, test standard pour la couleur des liquides clairs. C'est basé sur la dilution en fait d'une solution de platine et cobalt
Et il faut trouver, en fait, tout simplement la dilution. Il y a un chart, on va aller voir, je suppose, mais on se doute que c'est pareil, c'est des échantillons, voilà, qu'on va comparer. Voilà. Donc, on va comparer à ça, en fait, pour savoir à quel point on est dans le jaune pipi ou le marron caca. Parce que je ne sais pas pourquoi c'était l'échelle de couleur la plus évidente pour moi. Donc ça, c'est en premier en utilisant l'œil comme outil de détection. Au moins, c'est clair. Oui. Deuxième outil, les analyses de spectre des propriétés optiques apparentes. Donc la classification de Gerloff. Donc en 1968, donc il n'y a pas tellement longtemps, mais quand même, Gerloff a introduit la classification des corps aqueux basée sur le spectre d'atténuation optique en fonction de la profondeur, ZK, qui est globalement l'inverse de la fonction K qu'on avait vue. La fonction K, c'est la distribution de l'atténuation de la diffuse. Puisque la couleur de l'océan est proportionnelle à 1 sur l'absorption, ce qui est donc à peu près 1 sur le coefficient K, ces spectres sont donc reliés à la couleur qui va être observée. Gerloff va alors faire une discrétisation de ces observations et va dire qu'il y a 5 types d'océans typiques pour évidemment l'océan ouvert, donc pas sur les bords. Il va les appeler 1, 1A, 1B, 2 et 3. Il va également, pour tout ce qui va être côte, donc pas l'océan ouvert, avoir cette fois 9 spectres, de 1 à 9, mais cette fois en chiffres arabes. Cherchez comment c'était, mais romain et arabe. Hein. Je vois pas l'autre. Donc, il y a des liens pour ceux que ça intéresse. Ces types d'eau, avec la classification Gerloff, peut être définie soit par l'irradiance transmise à travers l'épaisseur de l'eau, ou par ce fameux coefficient d'atténuation de la diffuse K, qu'on va moyenner, qu'on va prendre une moyenne sur une certaine profondeur. Donc il y en a, on va prendre la profondeur de l'eau et on va se mettre après, et l'autre, on va faire la moyenne sur toute une profondeur. Donc ici, on va voir à gauche les différents types en termes de transmission d'irradiance sur 1 mètre d'eau. Et à droite, c'est avec le coefficient K. On rappelle que c'est l'inverse, hein. C'est 1 sur K. Donc, je regarde s'il y a un truc spécial, mais ça dépend de la longueur d'onde comme d'hab. La transmission, c'est en pourcentage du côté gauche. Et ouais, mais je sais pas. Oui, c'est une autre différente classification. C'est plus théorique, quoi. Si, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de comparer quand même les côtes du reste. Donc là, c'est très difficile pour moi de voir, mais je suppose. Donc ça, c'est bleu foncé, bleu clair. Donc ça a l'air d'être comme ça. Hein. Ça va être de remonter comme ça. Donc tout ce qui va être milieu de l'océan, là, ça va être en bas, la courbe, et ici en haut, donc proche d'une transmission à 100%. Et dès qu'on va s'approcher des côtes, et je suppose qu'on s'approche de plus en plus des côtes, plus le profil va être différencié et la contribution va être différente de ce qui va être transmis. Donc, on voit bien ici que la transmission, dans les rouges, elle est toujours en perte, puisque dès qu'on part dans l'eau, on sait qu'on est en perte.
mais sur les longueurs d'onde du bleu au vert, on voit que sur les côtes, c'est plus du vert, rouge, marron, là, qui se transmet que le bleu. Donc c'est peut-être ça, en fait, notre échelle de classification. Tout à l'heure, Sofiane, on se demandait pour le marron. C'est peut-être pas le Styx, c'est tout simplement les petits cours d'eau dégueulasses. En 88, Morel va donner également une approximation qui correspond en fait aux différents types de Gerlov, et il va faire une correspondance avec la concentration chlorophyllique. Donc ça, c'est pour l'océan ouvert. Donc le type 1, c'est quand il n'y en a pas beaucoup, et le type 3, c'est quand il y en a beaucoup, donc 1,5 à 2 mg par mètre cube. Mobley, donc notre auteur, et Solenenko vont également donner en fait un tableau de relation entre les différents types de classification de Gerlov et un ensemble de coefficients d'absorption et de diffusion. Donc ici, c'est en gros ce qui va nous permettre de recalculer nos coefficients dans la simulation Hydrolite. Ok, donc ça c'est le deuxième type de classification. Troisième, c'est l'importance du chlorophylle par rapport aux autres composés, donc organiques ou inorganiques de l'eau, je suppose. C'est ce qu'on appelle les eaux de type 1 ou de type 2, qui a été un peu hinté tout le long depuis le début. Donc Morel et Prieur, en 1977, ils vont décrire le ratio entre la radiance qui va être sortante sur la radiance qui va rester donc dans l'eau, la fameuse irradiance spectrale R qu'on vient de voir. Et à partir de ça, ils vont déterminer deux types d'eau, puisqu'on va avoir deux cas extrêmes qu'on va pouvoir identifier et séparer. Le cas 1, c'est là où la concentration en phytoplancton est haute comparée aux autres particules, et en contraste, lorsque les particules inorganiques sont dominantes, et ça, c'est le cas numéro 2. Dans les deux cas, la substance jaune dissoute est présente de façon variable. Je ne sais pas c'est quoi la substance jaune dissoute, mais ça avait l'air de définition scientifique très précise. Dans le cas idéal 1, en fait, on a une concentration pure en phytoplancton, et dans le cas idéal numéro 2, on a en suspension du matériel non vivant qui n'a pas de concentration en pigments. Morel et Prieur vont mettre l'emphase sur ces cas idéaux qui, évidemment, ne se rencontrent pas dans la nature, mais vont suggérer l'utilisation, finalement, de valeurs hautes ou basses des concentrations pigmentées pour définir les coefficients de diffusion, de scattering, comme étant des bases discriminantes pour classifier l'eau entre K1 et K2. Les définitions de K1 et K2 ont évolué au cours des années avec jusqu'à l'arrivée en fait, de ce qui est le plus utilisé aujourd'hui. Donc, le plus utilisé, ça ne veut pas dire qu'il y a un consensus. Donc, c'est celle qui a été définie en 83 et également 88 par Morel dans tous les cas, et des fois avec Gordon. Donc, on est 10 ans plus tard. Hein. Donc, les eaux de K1, ce sont les eaux dont les propriétés optiques sont déterminées principalement par les phytoplanctons et les matières organiques dissoutes qui sont colorées, les sédums. Et les produits, de la dégradation des détritus. Les K2, c'est tout le reste en fait. Donc les eaux dont les propriétés optiques sont grandement influencées par tout le reste, telles que les particules minérales, les microbules, dont la concentration n'est pas en rapport avec la concentration de phytoplancton. Donc, dans le cas des eaux 1,
il y a plusieurs changements qui arrivent alors que la concentration en pigment arrive. K1 se rappelle pigmenté, coloré par des matières organiques. L'irradiance réflectance R, ces valeurs vont être dans la région bleu-violet et vont décroître progressivement jusqu'à un minimum qui se forme autour des 440 nanomètres, ce qui va correspondre à l'absorption maximale en fait, des chlorophylles. Et on va avoir un changement, un shift aux alentours de 565-570, qui est en fait la longueur d'onde où l'absorption due à la pigmentation est à son minimum, mais en même temps, l'absorption de l'eau en tant que telle va augmenter. Donc, on se rappelle dans le rouge. Donc ça, c'est le cas 1. Il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, quand la concentration en pigment augmente, on a aussi le deuxième maximum d'absorption de chlorophylle A qui va créer un minimum pour ce coefficient ce ratio de réflectance près de 665 nanomètres. Ça, on l'avait déjà vu dans le chapitre 1. Ce minimum est remarqué à peine, tout simplement à cause de l'augmentation d'absorption qui est due à la présence de chlorophylle, qui reste faible comparée à l'absorption de l'eau. Donc on sait qu'il y a un deuxième maximum d'absorption aux alentours de 665. Et donc le R est à un minimum. Deuxième chose, lorsque la concentration en pigment augmente à ce fameux 685 nanomètres, ce second maximum de réflectance semble être causé par la fluorescence de la chlorophylle, à laquelle on va ajouter évidemment les interactions d'absorption, de diffusion près de la bande d'absorption de 676. Et quatrième effet de l'augmentation de la concentration en pigment, on va avoir dans la bande de 560-640 nanomètres observé que les valeurs de R changent très peu avec la coloration, avec la concentration chlorophyllique. Donc je pense que ça doit être du vert du bleu. Dans les cas numéro 2, là où c'est les particules inorganiques qui sont les plus importantes, lorsque la turbidité de l'eau augmente. Donc là, c'est plus la concentration en pigment, c'est la turbidité de l'eau. Donc plus il y a des petites bulles, plus ça va bouger, etc. Qu'est-ce qu'on remarque? Les valeurs de réflectance sont généralement de toute façon plus hautes que le cas 1. Sur tout le spectre, quelle que soit la forme de l'eau. Par contre, il n'y a plus, comme dans le cas 1, un minimum à 440 nanomètres. Au contraire, les courbes vont devenir convexes entre 400 et 500 nanomètres. On va avoir un U inversé plutôt qu'un V inversé. Le maximum est aussi plus plat que dans le cas 1, donc plus diffus, mais toujours situé aux alentours des mêmes longueurs d'onde, donc 560 nanomètres. Les donc les valeurs R, donc ce ratio de réflectance, vont aussi être plus hautes avec la turbidité, donc ça va plus réfléchir. C'est l'opposé de ce qui a été observé dans le cas 1. Particulièrement pour les longueurs d'onde au-dessus de 550 nanomètres. Un résultat de cet aplatissement des courbes de R, c'est qu'on a une longueur d'onde dominante qui ne shifte plus après 510 nanomètres.
Les eaux sont donc bleu-vert ou vert avec une impression qu'elles sont un peu, comment ça s'appelle, milky, laiteuses, dû à la combinaison des effets de valeur d'irradiance haute et évidemment la faible pureté de l'eau. Bien que les K1 et les K2 ont des distinctions qui sont très utiles, ça peut nous mener en erreur. Il faut alors comprendre que les eaux naturelles ne sont pas simplement K1 ou K2. C'est un continuum, il y a une gradation dans les propriétés optiques, qu'elles soient inhérentes ou apparentes, et leur dépendance sur la concentration chlorophyllique et les autres constituants de l'eau reste importante. Il faut aussi se rappeler que parler de K1 et de K2, ce n'est pas un synonyme, et c'est là qu'est important, de on est au plein milieu de l'océan, on est sur les côtes. Ce qui n'est pas ce que j'ai dit depuis le début. Tiens. Mobley, en 2004, avait même suggéré qu'il serait peut-être temps d'arrêter cette classification binaire, puisqu'elle ne fait qu'offusquer, donc cacher, plus qu'aider. Par exemple, la même K1 d'eau, ah oui, par exemple, pour la même eau, on peut être, si on regarde juste l'absorption dans un K1, alors que si on regarde juste la diffusion, le scattering, on se retrouve dans un K2. C'est-à-dire, on a une eau qui contient des minéraux non absorbants, mais qui diffusent énormément. Ça peut être aussi l'inverse. On peut avoir une absorption de K2, mais un scattering de K1, c'est-à-dire on a une eau qui a une concentration haute de particules terrigènes qui absorbent énormément. Mais quelle que soit la concentration chlorophyllique, ça ne va pas affecter le scattering. Par contre, de l'eau qui est dans la même région qu'un K1, de l'eau qu'on trouve dans une certaine région peut être à un moment donné de l'année un K1 et à un autre K2. Les eaux avec les mêmes concentrations chlorophylliques peuvent avoir des variations très larges sur leur couleur océanique dans un environnement ouvert. Par exemple, si on prend l'est de la Méditerranée versus le sud Pacifique. Ok, donc je traduis, c'est de la merde. Parler de K1, K2. S'il y a quelqu'un qui a une autre façon d'interpréter, il ne faut pas l'utiliser. Autre classification, les diagrammes ternaires, qui sont une façon de montrer finalement la contribution de trois variables en utilisant une représentation 2D. Donc, en océanographie biologique, c'est souvent utilisé pour montrer la contribution relative de l'absorption des phytoplanctons. Excusez-moi. Donc, en océanographie biologique, ces diagrammes ternaires permettent en fait de mettre la contribution relative de l'absorption des phytoplanctons des composés organiques dissous, des particules qui ne sont pas des algues, en comparaison à l'absorption totale à une certaine longueur d'onde, après avoir soustrait la contribution de l'eau en elle-même. Donc là, par exemple, on va voir le diagramme ternaire qui a été utilisé pour ce cas précis. Donc, on voit bien, on a le sédum, donc les composés organiques dissous, on a les phytoplanctons et ici, les composés qui ne sont pas des algues. En rouge, c'est les contributions constantes, en fait. Donc, c'est comme ça qu'il faut les lire.
rouge, c'est composés organiques. Vert, c'est phytoplancton, je pense. Et bleu, c'est les nappes. Donc, ce qui n'est pas des algues. Bon, là, il explique juste comment le graphe il fonctionne. Moi, je trouve ça assez simple, hein, mais... Ouais, ok, donc ça, c'est le graphe. Mais comment... Voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est ça que je voulais, c'est un exemple. Donc là, par exemple, on montre un exemple d'un diagramme ternaire où on a une concentration de phytoplancton de 0,65, donc ici, de composés organiques de 0,2 et de nappes de 0,15. Et donc, ça, c'est le point d'intersection. Ça permet de terminer la contribution de ces trois éléments sur un seul point. Ok, bon. Ça, oui, ici, en fait, c'est le repère pour dire tout est égal, évidemment. Le petit triangle. Un exemple de diagramme ternaire qui est appliqué à l'absorption est donné dans Babin en 2003. Ces diagrammes, en fait, permettent de montrer l'absorption, les différentes contributions d'absorption pour différentes longueurs d'onde sur les eaux côtières en Europe. Leur diagramme montre à quel point les différentes longueurs d'onde ont différents constituants qui dominent l'absorption. Okay. Je vous propose d'aller voir, parce que moi, je suis curieuse si le lien marche. Ah, available online. Yeah. Ah non. Est-ce que... On va essayer de chercher. Hein. Variation, blablabla, là. Ouais, je pense que dans le research sketch, je l'avais peut-être. 16. Alors, attendez, c'est plus bas, 16, non? Mais on sait ce qu'on regarde, on cherche des diagrammes ternaires. 13, on va être pas loin. Ah, c'est là. Ah, c'est rigolo, hein, comment on voit le... Donc, attendez. Si on le... Ah oui, c'est pas non plus... On voit pas forcément mieux. Si je fais... comme ça, ouais, peut-être. Et là, je vais... Donc là, je suis curieuse. Ah, ok, donc là, c'est en fonction des longueurs d'onde, ok. Donc, si on va dans 700... Donc, attends, ouais, en plus, le schéma de couleur est dégueulasse, mais dans la mer du Nord, la Méditerranée, par exemple, on va comparer. Donc, on a rose pour la mer du Nord, ou magenta, et bleu turquoise pour la mer du Nord. Donc, à 665, c'est tout à peu près égal. À 700, on a des trucs qui se baladent un peu partout sur les taux de contribution. C'est drôle comment ça shift, hein. C'est intéressant comme, ouais, comme graphe. Je ne m'attendais pas. S'il y a des questions, il faut le dire. Sinon, on va passer à la fin de ce chapitre. Donc, les discussions précédentes ont permis de mettre en valeur les classifications, les schémas de classification les plus communément utilisés pour les zones naturelles. Évidemment, il y a un bon nombre de classifications qui ont été développées et utilisées pour d'autres applications. Certains vont être basés sur l'analyse en cluster de ce ratio d'irradiance de réflectance pour détecteurs ici en 2017, 2015, 2016, il n'y a pas si longtemps. On a la classification en fuzzy logic entre 2001 et 2014 par Moore. Globalement, on va l'appeler la classification de Moore. Je pense que ça reste fiable.
Les fonctions orthogonales d'analyse des composants principaux versus empiriques par Lubac et Loisel ou Avouris et Ortiz, donc 2007-2019. Les longueurs d'onde maximales pour notre ratio R parier et les moyennes, comment on dit pesées, contrebalancées, les moyennes pondérées du spectre par Van der Meulen en 2020. Pour ceux que ça intéresse, la classification de l'eau. Avant de passer à peut-être résumer ses propriétés optiques apparentes, je voulais juste montrer ça qui m'a été envoyé justement par Sofiane. Donc, à SIGGRAPH 2023, il devrait y avoir un cours sur le chemin de l'eau en path tracing. Et on a la publication des notes du cours qui sont entières cette fois-ci. J'ai vu juste qu'une partie. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça résume quelque chose qui est plus pour notre milieu. Et si on regarde bien, parce que vous allez découvrir où lui trouver ce bouquin. Puisqu'il en fait, il est référencé plusieurs fois comme étant une excellente source pour expliquer les propriétés géométriques et optiques. Donc, vous allez le retrouver mentionné quelquefois. Les paramètres de Gerlov, on vient d'en parler, etc. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le lien dans le chat. Et merci Sofiane. Pour ceux qui sont là, est-ce que ça vous tente de faire un petit résumé de ce deuxième chapitre, cette deuxième saison sur les propriétés optiques inhérentes et apparentes? Soit je fais ça maintenant, soit globalement je fais ça la semaine prochaine. Mais là, j'ai encore un peu de temps et d'énergie. Donc, on peut passer au travers de ça, ouais. Sans souci. Ok, on reprend vite fait ce chapitre. Donc, je rappelle le chapitre précédent. Je vais refaire une présentation, j'espère en SIGGRAPH, donc au mois de juillet, qui va reprendre les gros concepts. Qu'est-ce qui a été expliqué, mais expliqué de ma façon, en présentation vraiment PowerPoint classique. On explique, etc. En mettant des petits tweaks par rapport à comment moi je l'ai compris. Et je ferai sûrement la même chose en fait. Une autre présentation après sur la saison 2 qui est sur les propriétés optiques inhérentes et apparentes. On se rappelle à quoi ça sert les propriétés. Donc c'est parti pour le résumé pour ceux qui se demandent. Je vais peut-être changer le titre, attendez. Voilà. N'hésitez pas, hein, pour les gens qui viennent d'arriver, dire bonjour, tout ça. Ça fait toujours plaisir. Et ça encourage. Ok, propriétés optiques inhérentes et apparentes. C'est les propriétés d'un milieu qui ne dépendent pas en fait de la lumière en tant que telle, mais vraiment qui décrivent le milieu. Donc ici, c'est l'eau. Les propriétés optiques inhérentes, ce sont en fait un ensemble de mesures qui permettent de mesurer les propriétés d'absorption et de diffusion dans un milieu d'eau. On va également parler des propriétés optiques apparentes qui, en fait, sont des propriétés qu'un milieu a, qui dépendent
de ses propriétés optiques inhérentes, qu'on vient de dire, donc qui décrit l'eau, l'absorption et la diffusion, mais également, cette fois, ça va dépendre de la lumière qu'on va envoyer sur le milieu. Et évidemment, pour qu'on les considère comme des propriétés qui sont valides, il faut qu'elles soient stables et qu'elles soient suffisamment régulières pour pouvoir permettre de décrire l'eau qu'on a. Donc si je résume un peu, ce que moi j'en comprends, c'est que dans l'eau, ici on est sur l'océanographie, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir mesurer, donc c'est ce qu'on avait vu avant, la radiométrie, on veut mesurer des propriétés de l'eau avec plein de détecteurs. Grâce à ces détecteurs, on veut pouvoir en fait déduire la composition de l'eau. Donc on vient de le voir, en fait, les propriétés chlorophylliques ou plein d'autres choses. Et donc, c'est ces propriétés optiques qui vont donc nous permettre de décrire l'eau. Certaines sont inhérentes et plus difficiles à calculer, et d'autres sont apparentes. C'est en fonction en fait, de notre instrument, des conditions de mesure, qu'on va pouvoir déterminer les propriétés de l'eau. Dans les propriétés apparentes, on va avoir les réflectances, les moyennes de cosinus, donc c'est ce qu'on a dit, c'était la projection sur un détecteur, et les coefficients d'atténuation de la diffuse, c'est ce qu'on appelle après les fonctions K. Toutes ces quantités vont être décrites dans tout ça. Si on prend l'ensemble de ces quantités, ces propriétés optiques, si on prend les conditions de notre ciel, notre eau, etc., tout ça, en fait, dès qu'on va les mettre dans les équations, ça va nous donner, finalement, les propriétés optiques apparentes. Donc, propriétés optiques inhérentes plus les conditions de mesure égale propriété optique apparente. Donc, une propriété optique apparente, si on enlève les conditions, par exemple le ciel, la position du soleil, je sais pas, il y a un truc au milieu de l'eau, on se retrouve avec les propriétés optiques inhérentes. C'est ça la grosse différence entre les propriétés optiques inhérentes, justement ce qu'on essaye d'avoir qui permettent de décrire vraiment l'eau. Ça nous permet en fait de définir en gros comment notre énergie qui va rentrer dans l'eau, donc l'énergie qui vient, on est sur les propriétés optiques de la lumière, donc la lumière va être composée, on se rappelle, d'une énergie qui est formée par ces photons, et une partie de cette énergie va être absorbée, l'autre va être transmise, ça va aller tout droit, et l'autre partie va être déviée, donc diffusée, c'est le scattering. Je ferai un petit nuage autour. Évidemment, la somme de absorbée, transmise et diffusée, ça doit être égal à la quantité entrante. Il n'y a pas de perte. On a la conservation de l'énergie. Et c'est donc à partir de ça, si on donne les fractions, par exemple, j'ai 5% de l'énergie qui est absorbée, ce 5%, c'est ce qu'on appelle l'absorptance. Et on va avoir la même chose, le scatterance, le transmittance. C'est les proportions. Pareil, conservation de l'énergie. La somme de ces trois coefficients égale à 1, soit 100%. Quand on parle de coefficient d'absorption, c'est plus un ratio, c'est la limite. C'est-à-dire, si on a un truc idéal, que ce volume il est juste tout petit, l'épaisseur de l'eau est minuscule, eh ben, là, on va parler de coefficient d'absorption, de coefficient de transmission, de coefficient de diffusion. On va aussi noter un truc qui va être super important, c'est le coefficient d'atténuation du faisceau, C. Donc, c'est tout ce qui n'est pas transmis, en fait. Donc, c'est
ça a été atténué en fait parce que on a une partie de notre signal qui va être absorbée et l'autre qui va être diffusée, il ne va pas être transmis. C'est ce qu'on a là, ici, A plus B. Donc A, on vient de le noter, coefficient d'absorption, et B, coefficient de diffusion. Si on prend maintenant le ratio entre ce qui est diffusé versus ce qui est atténué, donc en fait, ça va nous donner cet albédo de première diffusion, W0. Et en gros, c'est à quel point on va être... le signal il va être atténué à cause de l'absorption ou à cause de la diffusion. Il y a des notations historiques, c'est pas très très important, mais ça permet d'aller voir quand on va regarder des bouquins, quand on va aller sur Wikipédia, essayer de faire la traduction entre les différents coefficients. Par exemple, le coefficient de diffusion dont on vient de parler, là on vient de l'appeler B, mais en fait avant c'était S comme scattering. Ce qui, selon moi, est plus logique, mais là c'est A plus B égale C. Donc ça, c'est les coefficients optiques inhérents, à quel point en fait on va avoir notre énergie incidente qui va être absorbée, transmise ou diffusée. Et si elle est absorbée ou diffusée, c'est qu'elle fait partie de l'atténuation du signal. On va aussi avoir la distribution en fait de cette diffusion. On va vouloir la décrire et on va la décrire avec cette fonction de diffusion volumique VSF. Donc c'est ce qui essaye d'être représenté ici, qui va être en gros un halo autour de notre énergie qui va être transmise. On va faire la supposition que ça se diffuse de la même façon autour. Dans ce halo, il va être vraiment joli, bien fait. Ce qui va nous donner plein de formules super sympas, mais c'est surtout, ça nous permet en fait de décrire mieux les coefficients de diffusion, et en particulier par rapport au coefficient de rétrodiffusion, le backscatter, où on va avoir un nouveau ratio qui va être la quantité de l'énergie qui va être diffusée, qui va retourner en arrière, qui va être backscatter, versus qui va être rediffusé vers l'avant. Donc on va vraiment avoir deux hémisphères. Ça va être apparemment, c'est très important en fait quand on va faire de la détection, tout simplement parce qu'on veut savoir si le signal qu'on reçoit, il vient, parce que souvent il y a une partie des instruments qui sont sur l'eau, il va falloir pouvoir faire une estimation de si l'ensemble du signal il vient du dessus, ou s'il y a une partie qui vient également du retour depuis l'eau vers la surface. On a une fonction phasique de diffusion qui va être également prise en compte, qui va permettre en fait de trouver ce paramètre G d'asymétrie pour dire en fait c'est peut-être pas si parfait que ça, c'est peut-être pas un halo super parfait, peut-être qu'en fait on va peut-être aller plus vers la droite, vers la gauche, vraiment avoir un truc un peu plus une diffusion moins parfaite. J'ai dit droite et gauche, mais c'est pour expliquer quoi. Il faut savoir que dans l'océan, la vraie vie, c'est pas un halo parfait. C'est tout ce qui est important de savoir. Il y a des conditions de normalisation, etc., etc. On voulait visualiser justement à quoi ça ressemble cette distribution. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Ça varie énormément en fonction du coefficient. Évidemment, ici, on a notre coefficient de diffusion, donc ça nous montre vraiment que les ordres de magnitude changent.
Et évidemment, les courbes se ressemblent, elles sont globalement décalées de certains ordres de magnitude en fonction de l'importance de l'effet de diffusion versus absorption. Donc ça nous montrait, etc. La fonction phasique. Et là, c'était d'autres façons de visualiser, qui est assez commun, qu'on a déjà vu dans le premier chapitre, où on va utiliser un code couleur pour essayer vraiment de se représenter où c'est diffusé. Et ce qu'on se rend compte, c'est globalement diffusé juste autour, en fait, de cet axe de transmission. Et après, en fait, ça va aller en vague. Mais le fait que ce ne soit pas à 0 sur le backscatter, c'est quand même quelque chose qui est à noter. On faisait la comparaison entre eux avec de l'eau pure. L'eau pure, en fait, si l'eau était vraiment pure, on verrait du backscattering bien plus nettement. Donc là, on le voit. C'est pas seulement concentré ici. Notre courbe, en gros, elle fait une cloche. On a une symétrie parfaite azimutale. Et la vérité, c'est que ça ne ressemble pas à ça. Donc ça, c'était juste à prendre en compte. Donc ça, c'était les propriétés inhérentes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas des conditions climatiques, qui ne dépendent pas de la position du soleil. Mais en vrai, c'est plus facile de mesurer les propriétés optiques qui vont être apparentes. On se rappelle du coefficient d'atténuation, ça c'était juste ici. On va pouvoir en fait le reformuler en fonction de la puissance incidente et transmise et l'épaisseur en fait de l'instrument. Ça c'est ce qu'on avait vu. Comment on le mesure, mesurer le coefficient de diffusion, mesurer comment on mesure la fonction volumique. Je pense que ça, on ne l'avait pas vu, mais c'était pas... Moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça, en tout cas. Donc, les propriétés optiques apparentes. Pour qu'elles soient valides et qu'elles se rapprochent le plus de propriétés optiques inhérentes, il faut que ça ne dépende pas justement de ces conditions climatiques, c'est ce qu'on vient de dire. Et une notion importante, c'est ce ratio, en fait, entre l'énergie, l'irradiance, excusez-moi, sur l'hémisphère qui va être au-dessus de notre surface de l'eau et de contact, avec l'hémisphère descendante. Et ce ratio-là, il va être considéré plein de fois. On sait qu'il n'est pas bon, c'est expliqué plusieurs fois, parce que ça dépend vraiment énormément des conditions climatiques et des conditions de mesure. Donc, ils vont avoir développé un outil qui va être en fonction des mesures logarithmiques. Donc, et là, à partir de ça, on va avoir un coefficient K de diffusion qui va être en fait beaucoup plus proche d'une propriété optique inhérente, donc indépendante des conditions de mesure, enfin des conditions climatiques. J'appelle ça climatique, même si c'est un terme qui est faux. Il y a des dérivés de ça, mais c'est ça qui est important. Et donc, cette fonction K, qui, on le rappelle, c'est l'atténuation, la fonction d'atténuation de la diffuse, qui correspond au logarithme népérien, enfin à la dérivée du logarithme népérien de l'irradiance descendante. Et en fait, qui peut être en fonction de l'irradiance mesurée à la surface. Et ça, c'est super important parce qu'après, ça nous permet en fait d'avoir une valeur à une surface et d'en déduire qu'est-ce qui va se passer, d'avoir un modèle qui va se passer en fonction de la profondeur et évidemment des longueurs.
Et ça nous permet aussi d'avoir nos instruments de mesure juste en surface et pouvoir continuer. C'est des conditions idéales, ça on l'avait dit. Là, on essayait de démontrer en fait, est-ce qu'on est proche d'avoir que cette propriété optique apparente soit une propriété optique inhérente. On voit que dans la majorité des cas, oui, mais pas toujours. Tout simplement parce qu'il y a la réfraction du soleil, ce qui veut dire qu'à un moment donné, en fait, cette valeur-là va remonter. Donc, ça marche dans la majorité des cas. On va le dire comme ça. Donc, si on est dans des conditions finalement contrôlées et contrôlables. Là, ils font des différences où on a donc du vent, pas de vent, les courbes se ressemblent, il y a très peu de différences. Donc, ça confirme qu'on commence à être plus proche d'une propriété optique inhérente. Ici, maintenant, on change même l'angle du soleil. Pareil, on voit toujours qu'il y a les mêmes courbes, sauf que c'est plus la même propriété optique. Le même coefficient K, en fait, qui va être différent, qui va faire la majorité de la réflexion, vu que le soleil a changé. Donc, ça semble logique. On va avoir un shift. Là, c'est en fonction de la concentration chlorophylle, et donc, enfin, les coefficients d'absorption et de diffusion qui changent. Et là, pareil, on a une majorité qui va suivre, mais pas tout. Donc, dans les conditions extrêmes. Et là, on va essayer de comprendre la différence entre un coefficient d'atténuation du faisceau C et ce nouveau coefficient d'atténuation, mais juste de la diffuse K. Et globalement, les deux, la différence, en fait, c'est que dans le cas bleu ici, C, on va avoir des valeurs d'irradiance qui vont en fait, ça va être complémentaire, si je me rappelle bien. Je vais relire parce que je ne suis pas sûre de celui-là. Je me rappelle que... Ah oui, c'est des chances de détecteur, ouais. Si notre détecteur, c'est un collecteur de cosinus moyen, donc la projection dessus, et on est dans le cas rouge, c'est-à-dire c'est les longueurs d'onde vers le rouge, on sait que les longueurs d'onde vers le rouge vont être beaucoup plus réfractées, et donc on va plus manquer le signal. Alors que si notre détecteur mesure en fait tout simplement tout ce qui arrive, notre détecteur en fait va récupérer une partie du signal de ce qui est des rayons voisins en fait qui vont être scatterés, tout simplement. Donc globalement c'est inclus, c'est juste un effet du fait que il y a une relation d'inégalité entre les deux, tout simplement. Il y en a un, on prend en compte le fait qu'on va mesurer ce qui se passe à côté et pas dans l'autre. Je ne sais pas si c'était clair, mais sinon, c'est pas extrêmement important, ça va pas revenir. Les fonctions K sont inélastiques, c'est-à-dire que elles peuvent... c'est pas homogène, en fait, en fonction de l'eau, des conditions. C'était pas extrêmement... Il faut juste le savoir. La normalisation, on vient d'en reparler, mais une façon de normaliser en fonction d'un facteur qui permet de prendre en compte si la surface de l'eau elle est plate ou non. Voilà, il faut juste savoir que ça existe. Et ça, on avait parlé vraiment de la diffusion, du scattering, etc. Mais on peut faire la même chose, avoir une propriété optique sur qu'est-ce qui se passe au-dessus de l'eau, qu'est-ce qui va être reflété, non pas qu'est-ce qui va être diffusé. Et ça, c'est les coefficients d'irradiance réflectance, les coefficients R.
qu'on vient de voir. Il y en a deux. Il y en a un où on va comparer globalement le ratio de ce qui rentre et ce qui sort, sachant que dans ce qui sort, il y a le backscatter. Et celui par rapport à la réflectance, on prend vraiment ça en compte, où on va comparer ce qui se passe dans l'air avec ce qu'on va mesurer, finalement. On a parlé de la dépendance, etc., etc. On a dit que c'était super parce qu'on pouvait en fait avoir, suivant les conditions chlorophylliques, établir des profils de l'eau. Et donc, globalement, si je dis mon eau, elle est plus... l'énergie est plus concentrée aux alentours de 400 nanomètres, je dois sûrement avoir une concentration chlorophyllique de 0,2, par exemple. Ça nous a permis de parler des classifications de l'eau. Plein de taxonomies, plein de façons de faire. La façon la plus cheap, la plus facile, c'est d'avoir une charte de couleurs, on compare l'eau, ou on met l'eau avec un soluté, on le mélange et on compare aussi visuellement ces trucs-là. Il y a la classification de Gerloff qui va faire des distinctions entre l'eau qui est près des côtes versus celle qui est plus loin. Et il va avoir des... Donc là, on va regarder la transmission comme valeur optique, comme propriété optique, pour pouvoir classifier. Et après, certains vont avoir fait des corrélations entre ces types d'eau et ces concentrations chlorophylliques, ou même les valeurs de coefficient d'absorption ou de diffusion. Il y a une vieille façon de penser, on ne va pas en parler parce que c'est pas bien, mais en gros K1, K2, et est-ce qu'on a beaucoup de pigments ou on a majoritairement des particules qui sont inorganiques et donc qui ne vont pas contribuer à la couleur. Et ça, en fait, c'est assez instable comme façon de classifier les eaux. Et on a les diagrammes ternaires qui, en fait, va dire, non, en fait, on pourrait classifier l'eau en fonction des composés de l'océan et dire, par exemple, à telle longueur d'onde, je vais avoir mon eau qui va être ici. Et donc, on va pouvoir dire, en fonction des composés organiques, en fonction de la concentration en phytoplancton, mais également en fonction de la concentration dans des particules qui ne sont pas des algues. Donc, on avait un exemple. Il y a plein d'autres façons de classifier, mais c'est juste, c'est un besoin de l'océanographie optique. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça, sur les propriétés optiques apparentes, inhérentes? Mais je ne pense pas que ce soit extrêmement important, en tout cas pour le rendering de l'eau, qui est globalement l'objectif ici. Mais c'est toujours important, je pense, de comprendre comment d'autres corps de métier vont utiliser en fait des outils pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui est important comme propriété pour déterminer la couleur de l'eau. S'il n'y a pas de questions, je vais juste faire un petit overview. Donc, on va commencer quelque chose qui est un peu plus physique, qui va être l'absorption. On va commencer ça la semaine prochaine, du coup. Pourquoi l'absorption est importante et on va avoir la diffusion en tant que telle après. J'ai hâte. C'est tout ce que je peux dire. Quand est-ce que vous me retrouvez en stream? C'est une très bonne question. Demain à 3h heure locale, je vais être avec Myriam. On va continuer de parler de HDR. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais le mettre dans le chat. On lit la présentation de 2017 d'Alex Fry sur ce qu'il a fait pour IA sur Frostbite à l'époque. Ça a un petit peu changé. On est en train de noter des petites questions pour lui. Il a accepté de nous répondre quand on aura fini d'étudier et pour nous parler un peu de comment ça évolue. Il est anglophone, donc évidemment, ce sera une session en anglais.
ou sûrement en franglais. En tout cas, on fera sûrement une traduction pour si les sous-titres ne fonctionnent pas, parce que j'ai un petit problème de setup pour ça. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à follow, ça permettrait d'avoir des replays un peu plus longs. Il y a une chaîne YouTube avec certains replays, mais pas tous. Et puis, je ne les mets pas forcément tout de suite. Donc, à demain. Merci. Ciao, ciao.